sommes fort aise de vous savoir assez nombreux à l'écoute au regard de ce programme du débat panafricain qui s'ouvre sur Afrique Média Télévision avec les mains libres, sans armes, mais surtout ni Bible. Nous venons avec le magistère de la parole dûment reçu de vous, très chers téléspectateurs, pour faire toute la lumière autour des faits d'actualité évoqués dans le cadre de cette édition avec sous un prisme clairement panafricaniste. Et bien, nos invités nous permettront de voir un peu plus clair dans le labyrinthe de ces différentes thématiques. Asseyez-vous confortablement puisque le débat, c'est donc justement avec la présentation de nos invités qui nous retrouvent progressivement dans ce plateau. L'occasion pour moi de présenter d'ailleurs nos civilités au tout premier, le doyen de cette lutte panafricaniste, cette longue marche de Mao Tse-tung, vraisemblablement, sinon cette longue marche du panafricanisme qui a démarré clairement avec lui. C'est d'ailleurs avec un réel plaisir que nous vous accueillons tous les dimanches lorsqu'il s'agit de ce programme culte. Docteur Basilikine, merci infiniment de nous retrouver. Bonsoir, bienvenue. C'est moi qui vous remercie, comme d'habitude, d'avoir pensé à moi, à m'associer à ce travail que nous faisons depuis une bonne décennie déjà, et qui, Dieu merci, commence à devenir populaire parmi les Africains et même parmi les Camerounais. Et je suis fort heureux de ce que je puisse un jour dire. J'en étais. La marche a été très longue. On va certainement rester avec vous, docteur Basilikine, puisque vous avez d'ailleurs, vous semblez revenir tout à l'heure autour de la récente sortie de l'ambassadeur de France au Cameroun qui a tensé, on va dire, les Camerounais de laisser un tout petit peu la France parce que celle-ci n'est pas responsable de l'état de santé économique, politique et j'en passe du Cameroun. Je crois qu'il est allé même un peu plus loin, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun. Il a dit simplement qu'il constate que le sentiment anti-français grandit de plus en plus, et alors que la France n'est pour rien dans les échecs, dans les absences de réussite de notre pays. Que pour savoir pourquoi ça ne va pas bien, il revient aux Camerounais de faire une introspection. Introspection, ça signifie se poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes et pas de solution? Alors, quand on veut faire l'introspection, celui qui comprend bien entre les lignes de ce qu'a déclaré Monsieur l'ambassadeur, ça veut dire, nous, Camerounais, nous sommes responsables de nos malaises parce que nous n'arrivons pas à élire à la tête de notre État. La plupart de nos gouvernants sont soit des malhonnêtes, soit des gens incapables, et nous croyons que tout est de la faute de la France. Et ça m'a véritablement ulcéré, parce que dans un pays normal, un ambassadeur ne devrait pas faire ce genre de déclaration. Et chez nous, quand il a fait cette déclaration, c'est passé pratiquement inaperçu. Le gouvernement n'a pas réagi, ce qui est malheureux, parce qu'il y a des canaux on a clairement parfois vu le ministre de la Communication, monsieur Sadi, monter au créneau, quand les individus s'attaquaient peut-être à l'image du chef d'État, mais tenir des propos comme ce qu'a tenu monsieur l'ambassadeur, ce serait attendu effectivement qu'il y ait peut-être même un droit de réponse de la part de ce dernier sur ces propos discourtois à l'endroit de... Moi, j'ai réfléchi, ça m'a tellement embêté cette affaire-là. Vous savez que même la semaine dernière, j'ai ouvert notre débat ici avec ce sujet. Moi, j'ai dit, si monsieur l'ambassadeur est encore au Cameroun, parce que je sais pas, ce genre de déclaration, c'est quand un diplomate s'en va. Mais s'il est encore au Cameroun, eh bien, puisqu'il a décidé de ce que les canons diplomatiques habituels ne sont pas suffisants pour qu'il puisse parler au Cameroun, ben, qu'il vienne à Afrique Média. Je suis sûr que vous ferez cette demande à ceux qui dirigent cette chaîne, et comme ça, si monsieur l'ambassadeur vient, face à lui, il y aura 1, 2 ou 3 Camerounais avec lesquels il pourra s'expliquer. D'ores et déjà, je crois que c'est bien parce que le sentiment anti-français a atteint un degré insupportable. Et ce sentiment est absolument mérité
compte tenu de ce que nous savons, la semaine dernière, je l'ai dit, je reviens encore cette semaine pour dire que, en l'état actuel des accords qui existent entre notre pays et la France, quand nous avons 100 francs de recettes en devises étrangères, eh bien, la France confisque 74,9%. C'est-à-dire, chaque fois que nous vendons pour 100 francs, eh bien, nous n'avons que 25 francs au maximum. Et malheureusement, ça ne peut pas suffire pour faire tout ce qu'il y a à faire. Nous avons l'autoroute Douala-Yaoundé que nous attendons depuis 9 ans. Quand on sait que pour faire ce genre de chantier, il faut des devises, eh bien, on comprend un peu pourquoi ça ne marche pas. Et c'est malheureux que cet ambassadeur-là, ce diplomate au Cameroun, face à des Camerounais, se soit permis de se montrer, je ne sais pas si je peux me permettre le mot, aussi grossier qu'il a été. Parce que dire, nous devons faire notre introspection, ça veut dire, nous sommes responsables parce que nous n'arrivons pas à voter pour des gens capables d'embrayer le développement chez nous. Eh bien, c'est ce qu'il ne devrait pas faire, c'est ce qu'un ambassadeur ne doit pas faire. Il ne juge pas un peuple, il représente son gouvernement auprès du gouvernement de ce pays, et s'il y a quoi que ce soit, eh bien c'est par les voies, les canons diplomatiques qu'il faut le faire. Je reviens à ce sujet et j'espère, Monsieur Ndoum, que vous direz à Afrique Média de contacter Monsieur l'ambassadeur, et s'il est d'accord, nous organisons une petite émission au cours de laquelle si lui a besoin de clarifier clairement les relations diplomatiques, s'il veut tant permettre effectivement que le sentiment dont il fait d'ailleurs mention anti-français puisse changer, peut-être c'est à lui de contacter Afrique Média. Sinon, pour nous, c'est on va dire quoi, notre position par rapport à la politique française, elle est claire. Aussi longtemps qu'elle ne changera pas, on la dénoncera. En tout état de cause, Monsieur Ndoum, je vous remercie infiniment de me donner l'occasion d'évoquer cette affaire, parce que je suis ulcéré que le gouvernement du Cameroun, que les autorités camerounaises se soient tues face à cette sortie de Monsieur l'ambassadeur de France. Eh bien, pour ce qui me concerne, je suis soulagé parce que grâce à vous, j'ai pu donner le point de vue d'un Camerounais que je suis. Tout à fait, et pas de moindre. Merci à vous, docteur Vassili Ken. Il est également notre invité socio-politologue. Il nous retrouve dans cette arène où tous les coups près sont permis, sauf ceux en dessous de la ceinture, comme bien entendu Jonathan Batingeni, que nous retrouvons effectivement à l'attente, on l'a dit donc, des résolutions de ce sommet de la CEDEAO qui est en train de se tenir du côté d'Accra. Tous les, on va dire quoi, tous les voyants sont donc ouverts pour permettre clairement là une véritable sortie d'embargo de la part de la CEDEAO, vu que le Mali a clairement avancé, a montré d'ailleurs sa bonne foi de permettre effectivement un retour, on va dire, constitutionnel pour prêter effectivement le flanc, ce qui s'est dit de ce côté. À Jonathan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Ndoum, bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde, bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir à mes deux aînés. Surtout l'illustre que vous présenterez tout à l'heure, le docteur Vassili Ken, qui est aussi un papa qui nous a encadrés avec ses enseignements dans le cadre de la grand-messe panafricaine. Bonsoir à tous les techniciens, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais surtout aux forces de défense et de sécurité qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Alors Jonathan, on vous accueille donc avec ce sujet d'accueil, permettez cette répétition. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas encore clairement les résolutions de ce sommet de la CEDEAO qui se tient donc du côté d'Accra, mais à quoi doit-on clairement s'attendre, Jonathan? Le sommet d'Accra est l'ouverture d'une situation qui va poser la nouvelle configuration en Afrique de l'Ouest. Dossier principal au sommet d'Accra, c'est le Mali. Dossier secondaire, parce que relevant du même enjeu géopolitique, ce sera la Guinée-Conakry, parce que la Guinée-Conakry s'est carrément alignée sur les positions du Mali. Le troisième dossier, qui sera un dossier pour brouiller les cartes, ce sera le Burkina Faso. Le dossier du Mali, dossier principal, pourquoi? Il sera le dossier principal parce que les Maliens ont commis, durant ces derniers jours, un acte, et pas des moindres, un acte
qui repose les cartes de la libération de l'Afrique à l'ordre du jour. Cet acte, c'est quoi? C'est que les Maliens ont décidé de s'émanciper en se rapprochant des Russes. Pourquoi se libérer en se rapprochant des Russes sera un acte majeur du point de vue géopolitique? C'est parce que les Russes sont ceux qui ont challengé le leadership états-unien. Ils ont clairement dit que l'ordre mondial qui était organisé autour des États-Unis, désormais, ne continuera plus. Il sera renversé au profit d'un nouvel ordre, qui sera l'ordre non pas de quelques superpuissances, mais l'ordre de plusieurs nations qui, dans des discussions et dans une véritable démocratie, vont convenir des nouvelles règles du jeu. Les États-Unis se sont vus bousculer ainsi par une situation fortuite parce que les Russes ne s'y attendaient forcément pas. Mais les États-Unis, de fil en aiguille, ont organisé cette situation et l'ont posée comme étant un enjeu majeur du nouvel ordre qui devait se construire. Il s'agit de l'Ukraine. Les Russes, en décidant de résoudre le problème ukrainien, ont fait d'une pierre deux coups. Un, ils limitaient l'expansion de l'OTAN et deux, ils challengeaient immédiatement le leadership états-unien. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont promis aux Ukrainiens qu'en cas d'attaque de la Russie, ils se verraient soutenus par l'ensemble des pays de l'OTAN. Mais là, le soutien, ce n'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. Ce soutien était un soutien militaire avec des troupes au sol et un engagement de l'OTAN direct. Pas un engagement secondaire ou bien un engagement par procuration avec des mercenaires. Donc, l'Ukraine qui était rassurée de ses positions a donc décidé d'agir en faisant fi de toutes les préoccupations de l'État de la Fédération de Russie. La Russie a donc d'abord essayé de procéder par des négociations, ça a échoué, puis a posé des menaces en disant clairement qu'elle entrera en guerre avec l'Ukraine et l'Ukraine, avec le soutien de l'OTAN, n'a pas obtempéré. Et l'on a aujourd'hui une guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est une guerre assez symptomatique, mais c'est une guerre qui, du point de vue international, change toute la donne. Les États-Unis, pays le plus agressif du monde, champion des agressions internationales, se voient pour la première fois challengés, non pas par un pays qui le fait de manière interposée, mais par un pays qui utilise son armée directement. Vous savez, pendant longtemps, ils ont eu ces situations dans le Moyen-Orient où, sur le territoire irakien, ils étaient challengés par l'Iran, mais ça se faisait par des groupes armés interposés. Pour la première fois, le challenge se faisait avec une armée conventionnelle. Et donc, un pays prenait les risques de dire aux États-Unis, si vous avez la possibilité de frapper nos installations névralgiques, eh bien, faites-le. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Les États-Unis n'ont pas pu réagir. Ce pays, c'est la Russie. La Russie, dont est l'allié du Mali. Tout à fait. Ça veut dire que le Mali n'est donc plus simplement dans une logique d'émancipation vis-à-vis de la France. Le Mali se retrouve avec un allié qui a déclaré la guerre à l'OTAN. Et donc le Mali est en guerre contre l'OTAN parce que les amis de mes amis sont mes amis. Les ennemis de mon ami de mes amis sont aussi mes ennemis. Tout à fait. Donc, les ennemis de la Russie ont compris désormais que le Mali était un pays ennemi. Et c'est ainsi qu'ils traitent le Mali. Okay. Regardez les sanctions. Quand il y a sanctions en Afrique de l'Ouest, celles imposées au Mali sont doublement supérieures. Tout à fait. Le ton employé contre le Mali est toujours plus acerbe. Très radical d'ailleurs. Les positions sont toujours plus tranchées. Tout à fait. D'ailleurs, n'eût été la bravoure du gouvernement malien, mais surtout le courage du peuple malien, on aurait eu un Mali qui se serait enfui la queue entre les jambes. Que non, ils sont restés droits, debout, et n'ont pas eu peur que l'OTAN soit
qui se réclame être la superpuissance mondiale, soit à ses trousses. Les Maliens n'ont pas déchanté et sont restés cohérents avec leur projet émancipationniste. Ce jour donc, nous aurons affaire aux directives données au gouverneur de l'OTAN en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire M. Akufo-Addo. D'ailleurs, c'est chez lui que les hostilités vont se tenir. Ouais. Il sera appuyé dans ce cadre-là par le président Boari et par le président Ouattara. Certainement également. Beaucoup d'ailleurs, j'ai discuté en off tout à l'heure avec Dr Basiliken qui me disait clairement qu'il est embêté par la position des nations anglo-saxonnes au sein de la CEDEAO, notamment le Nigeria, le Ghana qui se joue quasiment, voilà, qui se la joue douce au mépris des autres pays. Monsieur Ndom, il faut que beaucoup d'Africains nous le comprennent. Les organisations ésotériques comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, au-delà de tout ce qu'on peut raconter de mystique, c'est d'abord des réseaux de pouvoir. Et qui dit réseau de pouvoir parle de relations d'allégeance, de clientélisme. C'est-à-dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on peut acheter les grades. À la limite même d'aliénation aussi. D'aliénation, entre autres. Ça veut dire qu'on peut acheter les grades dans la franc-maçonnerie. Le président Bongo s'est vanté d'avoir acheté un grade supérieur alors qu'il n'avait pas connu les grades intermédiaires. Ils achètent les grades. Où? Lorsque vous discutez avec des gens qui ont été dans ces affaires, ils vous disent par exemple pour la Rose-Croix à Morque que c'est la chasse gardée des Français. D'ailleurs, Poincaré qui était leur maître, je crois que c'est Poincaré. Non, ils ont leur maître là, qui était le patron de la Rose-Croix dans les années 80. Quand il est parti, c'est son fils qui a pris. Est-ce qu'il y a un lien avec M. Boari et M. Nana Akufo-Addo? M. Boari et M. Nana Akufo-Addo sont des francs-maçons. Et la maçonnerie fait allégeance à une personne. D'abord, la reine d'Angleterre. Le duc de Windsor ensuite. Et après, le pays auquel vous appartenez. Vous comprenez les deux allégeances? Vous faites allégeance au berceau du capitalisme libéral. C'est l'Angleterre. La reine d'Angleterre est la mère de ce pays-là, de cette idée d'un Occident libéral. Donc, vous n'allez pas me dire que le Nigeria, dont la classe politique est fortement, et pas seulement politique, même économique, est fortement influencée par des idéaux de la franc-maçonnerie, dont inféodé au libéralisme, le Ghana, pareillement lié à ce système, vont déroger à la règle. Il n'y a aucune surprise. D'accord. Les classes politiques de ces pays sont aliénées au sein de ces instances. C'est pourquoi je vous dis une chose qui n'est pas un secret. Lorsque vous avez un membre de la société politique de votre pays qui est franc-maçon, comprenez-le, il ne se bat jamais pour l'intérêt national. Il se bat pour l'intérêt de ses patrons à l'extérieur. Parce qu'aucune loge, et c'est bien parce qu'on peut faire un détour, les loges francophones, vous savez que d'abord la maçonnerie française était exclue. Elle était exclue du cercle des maçonneries mondiales. Et les maçonneries qui exerçaient étaient les maçonneries anglo-saxonnes, avec la Royal Society, qui est l'organisation chapeautée par le duc de Windsor, avec à sa tête le représentant de la reine. C'est la Royal Society qui régentait l'ensemble de ces sociétés maçonniques anglo-saxonnes. La loge française sera réhabilitée après la guerre, à la suite de la Première Guerre mondiale, à la suite de plusieurs négociations. Et les loges françaises qui avaient évolué dans la clandestinité vont progressivement être réhabilitées. Les loges africaines, francophones, sont liées aux loges, à la Grande Loge française, à la Grande Loge nationale française, ou bien à la Grande Loge nationale de France, au Grand Orient de France. Il y a les deux grandes institutions qui se font concurrence. Et
les loges nationales en Afrique sont liées à celles-là. Quand vous regardez dans la pyramide, où sont leurs patrons? À l'étranger. Et dans ces loges, on fait d'abord allégeance à ceux qui sont les grands maîtres à l'étranger. Et allez vous renseigner. Et donc, il n'y a jamais eu un Africain. Pour justifier clairement le jeu trouble de M. Boiry et de M. Akufo-Addo sont pris au piège de la maçonnerie. C'est ce qu'il advient de tout dirigeant africain, tout homme politique africain lorsqu'il est dans ses affaires. Merci à vous. Dès lors que, parce qu'ils ont un principe, M. Ndom, la fraternité universelle. C'est pas une blague là-bas, c'est pas un concept creux. Au nom de la fraternité universelle, vous pouvez aller mobiliser des ressources à l'étranger chez vos amis, chez vos frères, de lumière, et revenir ici, coloniser ceux qui ont faim. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand des hommes politiques ont parfois besoin de financement, c'est au sein des loges maçonniques qu'ils trouvent des réseaux de financement. Et c'est comme ça que ça marche. Ici, on a donc un cas d'école où la maçonnerie anglo-saxonne, parce que c'est les États-Unis qui ont pris le dossier de l'Afrique de l'Ouest en main. La maçonnerie anglo-saxonne est donc aux commandes. Et c'est elle qui dicte le jeu désormais à travers ce monsieur Nana Akufo-Addo. Merci à vous, Jonathan Batengeni. Et nous faisons d'ailleurs joie à Dr Basilikeni qui se dit être véritablement, qui apprécie en tout cas cette lecture qui nous permet au mieux d'apprécier ce jeu trouble donc de Nana Akufo-Addo aux côtés de monsieur Boiry au son de cette CEDEAO. Un clin d'œil à Dr Pourcin-Bellet qui est d'ailleurs dans le petit tunnel. Il n'est pas toujours loin lorsqu'il s'agit de parler des questions de panafricanisme. Président du nouveau mouvement populaire camerounais qui prépare d'ailleurs son congrès dans les jours à venir avec des axes de traitement assez particuliers. Président Badakani, c'est toujours un réel plaisir que d'être à vos côtés. Bonsoir, Président, bienvenue. Merci, mon cher Fabrice. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la primeur en matière d'information sur l'événement qui se prépare. Ne vous inquiétez pas. Permettez-moi de saluer mes copanélistes. Ils me traitent d'illustres. Je voudrais leur envoyer aussi le qualificatif. Ils sont aussi illustres, même s'ils sont plus jeunes. C'est le cas de mon ami Jonathan. D'ailleurs, que j'appelle mon fils. Ils sont tous illustres. Le caractère illustre est, pour le cas de notre papa Basilikeni, doublé d'un doyen d'âge. En Afrique, le droit de naissance est sacré. C'est sacré. Je n'ai jamais cessé d'être impressionné par la régularité au front d'un papa qui a l'âge du docteur Basilikeni, qui depuis 10 ans est avec nous au front. Ceux qui savent interpréter les signes peuvent les interpréter. Ça demande beaucoup de respect. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je tiens à le saluer de façon spéciale, une fois de plus cet après-midi. J'ai déjà salué mon fils Jonathan. C'est une étoile montante du panafricanisme. Nous comptons beaucoup sur lui. Il a beaucoup de qualités, un très grand potentiel. Il le démontre tous les jours. Donc, il faut qu'il accepte ma reconnaissance, le témoignage de mon respect, de ma solidarité, à travers le salut spécial que je lui dédie encore cet après-midi. Je salue vos techniciens, je salue la communauté historique du débat panafricain. Et comment je vais terminer sans vous saluer vous-même? Et marquer une fois de plus mon clin d'œil à ma fille. Tout à fait. C'est ma fille, c'est qu'on a une relation particulière. Absolument, président. Je vous en prie. Donc, vous ne me refusez rien. Je vais commencer par la France. Tout à l'heure, le papa Basilikeni a commencé quelque chose. Vous avez pris beaucoup de notes, président. Oui, d'abord pour dire que non, il accorde beaucoup d'importance à l'ambassadeur de France. Je comprends le silence des autorités camerounaises. Il ne mérite pas une réponse. Il y a longtemps que ce n'est plus un ambassadeur. Il y a très longtemps que ce n'est pas un ambassadeur. C'est un voyou. L'ambassadeur de France au Cameroun, c'est un voyou. C'est pour ça que les propos qu'il tient ne sont pas dignes d'une réponse des autorités camerounaises. Il ne faut pas lui répondre. Où est-ce que vous avez vu l'ambassadeur se comporter comme ça? Vous êtes là pour représenter un gouvernement étranger et vous vous en prenez à votre pays d'accueil, au peuple qui vous accueille. Il est fou. Il a perdu le nord. Et pourquoi ça vous surprend? Il est traumatisé par le panafricanisme.
Il est traumatisé par le mouvement historique qui se passe sur le continent et qui remet son pays à sa petite place. Et par ricochet lui-même, un petit ambassadeur. Il peut circuler partout au Cameroun, s'agiter. Qui le considère? En dehors des réseaux néocoloniaux. Il vient de vous rappeler, n'est-ce pas, la façade ésotérique de ces réseaux. Mais ça fait pitié. Tu es franc-maçon, tu es réseau chrétien. Comme excuse, mais ça fait pitié. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc-là? Bon, maintenant, ceux qui sont libres, mais nous, ça nous fait pitié. Quelle perspective il y a dans cette affaire-là? Ils sont partis de voir le monde en deux de partir. La reine d'Angleterre, qu'est-ce que la reine d'Angleterre peut montrer à quelqu'un de bon? Hein? Elle-même, c'est une dépravée. Bon, vous savez, moi, il ne m'amuse pas, c'est pas là pour jouer. La reine d'Angleterre, c'est une dépravée. Qu'est-ce qu'elle peut montrer comme perspective? Ils ont cru qu'il commandait le monde. L'histoire de l'humanité est tellement complexe que les peuples sages, qui ont l'expérience historique, ne peuvent jamais prétendre commander le monde. Est-ce que vous me suivez? Tout à fait. Les peuples sages, c'est-à-dire les peuples qui ont eu les premières idées d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, ne peuvent pas s'adosser à la folie de croire qu'on peut contrôler le monde. Mais les francs-maçons, les chrétiens, à travers les histoires de mondialisme et illuminati, ont rêvé qu'ils peuvent commander le monde. C'est ce qu'ils leur signe là, tout leur symbole indique quoi? Ils rêvent de commander le monde. Mais un homme sage ne peut pas avoir de tels rêves. Tu ne peux pas commander le monde, c'est Dieu qui commande le monde. Nous, c'est ça depuis des millénaires, depuis que le monde existe. Ça fait très longtemps que les Africains savent ça. Les peuples vieux savent ces choses-là. Mais vous accordez l'importance à une femme que vous appelez reine d'Angleterre, qui croit qu'elle peut rêver, commander le monde en étant franc-maçon. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc? Bon, ils sont en train de voir très bien que le monde est trop compliqué pour eux. C'est trop compliqué pour pas commander le monde. C'est trop compliqué pour eux. Ils sont en train de se rendre compte. Et vous avez encore des élites africaines qui courent dans ces choses. C'est leur liberté. On ne peut pas empêcher les gens de se noyer s'ils veulent se noyer. Mais ils le feront sans nous. Feront sans nous. Donc il a parlé de ça. Donc nous avons un malade mental qu'on appelle ambassadeur au Cameroun. Ambassadeur de France au Cameroun. Sa maladie mentale a traversé, a pris d'autres tournures, c'est la folie. C'est pour ça qu'il raconte tout et n'importe quoi partout. Comment voulez-vous que les dirigeants d'un pays sérieux répondent à un monsieur comme ça qui est tombé si bas? Il faut le laisser mourir de sa belle mort. Maintenant, si le doyen a voulu le répondre, c'est normal. Qu'un doyen puisse donner un peu de sa sagesse à un égaré. Ça va? Je voulais simplement ajouter qu'il ne faut plus qu'il lui apporte plus d'importance. C'est un voyou. L'ambassadeur de France, c'est un voyou. Voilà. Vous croyez quel endroit de lui, quel ambassadeur se comporte comme ça? Pourquoi l'ambassadeur de France est toujours le seul à se comporter comme ça? Posez-vous la question. Il y a combien d'ambassadeurs accrédités au Cameroun? Vous parlez du Cameroun. Pourquoi tous les autres ambassadeurs n'ont pas... Vous avez entendu en dehors d'ambassadeur de France, quel autre ambassadeur au Cameroun, pour parler seulement du Cameroun, qui a des problèmes, qui s'agite, qui dérange? Vous avez entendu ça où? Il parle de puissants machin, sentiments anti-français, discours anti-français. Voilà son niveau. Nous connaissons qu'il est. Il ne peut même pas écrire un droit de réponse. Vous demandez de faire un droit de réponse. Il ne connaît pas écrire ça. Nous avons eu à l'affronter, on connaît. Nous avons corrigé son test lors d'une émission. Il ne sait même pas écrire un droit de réponse. Donc, vous demandez qui vient vous parler. Il va vous dire quoi? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous avez au Cameroun l'ambassadeur d'Espagne, l'ambassadeur d'Allemagne. Je ne sais pas des puissances européennes. Hein. Vous avez plusieurs. Vous avez entendu un jour notre ambassadeur, vous voyez un problème. Vous voyez que c'est parce qu'ils aiment le Cameroun. Les ambassadeurs français descendent dans leur pays. Un pays déréglé. Eux-mêmes sont déréglés comme leur pays. Et le cas de ce monsieur est grave. Il est fou. Non seulement il est voyou, mais il est même fou. Parce que quand vous écoutez là où ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit, là où il était, et il a dit ça, vraiment, je comprends. Donc, je te demande de comprendre les autorités camerounaises. On ne répond pas à ces gens, on ne descend pas. Il faut le laisser, il est fou. Ça va. Il va brailler comme ça, il va partir bientôt. On va l'oublier. Il n'est pas le premier. Il y a le cas de... Non, je voulais simplement renforcer mon papa qui a commencé à soulever le problème. S'il n'est pas soulevé dans les gens, il n'est même pas à parler. Il y a le cas qui est plus sérieux des États-Unis. Nous avons lancé une guerre contre les États-Unis d'Amérique en Afrique. Nous demandons à tous les Africains du monde entier, partout où ils se trouvent,
y compris aux États-Unis, de se lever contre les États-Unis. Cette voyoucratie a osé voter une loi. Que vous dénoncez tous les jours ici présents. Non, on est qu'au commencement. On est qu'au commencement. Et quand on commence nos affaires, on les termine. Nous ne sommes pas des lâches. Quand on commence notre affaire, ils nous ont provoqués. Nous sommes restés tranquilles, ils nous ont provoqués. Ils ont voté une loi où ils décident dans la loi de punir tout pays africain qui va collaborer avec la Russie. Mais ce n'est pas seulement ça. De punir même les individus. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas, vous tous qui êtes assis ici, là, vous êtes ciblés. Donc, on ne va pas votre avis. Vous tous là, on ne parle pas de vous. C'est-à-dire que tout individu qui fait la promotion des récits russes, c'est écrit, noir c'est blanc. Mais il y a un plan plus grave. Ils ont décidé de confesser le matière première. C'est écrit hein, dans la loi, c'est écrit. C'est écrit. Donc ils décident maintenant où doivent aller nos matières premières. Si on tente de donner ça aux Russes, ils vont nous montrer quoi est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, même l'esclavage n'était pas arrivé à ce niveau. Vous savez pourquoi il dit ça? Au temps de l'esclavage, on pouvait encore estimer qu'il y avait encore une certaine obscurité sur la terre. L'esclavage est passé. La colonisation est passée. Le néocolonialisme est passé. La mondialisation est passée. Le globalisme est en train de passer. Tout ça, ce sont les doctrines occidentales, francs-maçons, tout ce qu'ils racontaient là. Ce sont leurs lubies, leurs rêveries. Voilà. On est au 21e siècle. Fabrice, boum. 21e siècle. Un État qui prétend être le Messie du monde. Vous connaissez le messianisme américain. Un État qui prétend être un État chrétien. Qui se revendique des valeurs évangéliques. Ose s'asseoir dans leur chambre de sorcellerie qui s'appelle Congrès. Où les gens qui ont le mandat du peuple américain s'asseyent. Après avoir mûrement réfléchi pendant des mois et parlé avec leur Dieu, décident de voter une pareille loi. Je dis qu'on est au 21e siècle. Qui décide, après tous les combats historiques qui ont été menés, non seulement par le peuple africain, mais par le peuple du monde entier, pour garantir un minimum dans les rapports internationaux. Je ne dis pas les relations internationales, je parle des rapports internationaux entre les États. Oser voter une pleine loi en plein jour pour nous interdire de coopérer avec qui on veut, c'est plus qu'une déclaration de guerre. Et c'est de la lâcheté de ne pas répondre. Nous sommes en guerre contre la voyoucratie américaine. Si cette loi n'est pas retirée, les Américains nous sentiront passer. Moi, je ne tire pas les coups de fusil. Je ne mets pas les bombes. À combien de chars à canon? Oui, mais je ne condamne pas souvent ceux qui mettent les bombes. Il y a des moments où c'est nécessaire. Ceux qui sont contre les bombes ont fait ça eux-mêmes. Ils ont fait ça à un moment donné de leur histoire. Moi, je ne crois pas à la violence. Mais je ne suis pas un pacifiste en même temps. Je ne crois pas à la violence. Notre arme depuis 10 ans, c'est la parole. Tout à fait. Et on voit les fruits de la parole. Pour ceux qui voient, on voit les fruits de la parole. Par la parole, nous allons terrasser les États-Unis. Ce qu'ils ont commencé là, ils vont voir comment ça va se terminer. Donc nous lançons un appel pour tous les Africains d'avoir pour cible les représentants des États-Unis. Possible. Ce sont nos ennemis désormais. Ils ont déclaré la guerre. On était en guerre contre eux. Mais il y avait encore ce qu'on appelle les... Non, en tenant compte présente. Je n'ai pas envie de dévancer. Parce que depuis là, ça brûle. Un semblant d'harmonie. Vous savez que je l'aime beaucoup, donc ça brûle. J'ai envie de le saluer, mais en même temps, je dois te laisser là. Te respecter le protocole. Bon, maintenant, s'il me pousse, je ne vais pas m'arrêter. Donc, il y avait encore un semblant de diplomatie affleurée, mouchetée. Si vous voulez qu'on parle bon français. Parce que nous parlons même français mieux que les Français. De temps en temps, on peut les corriger. Affleurée, mouchetée. Mais on savait qu'ils sont nos ennemis et qu'ils avaient envoyé la France devant. L'Union européenne devant. Tout à fait. Ils ont osé franchir la ligne rouge. L'Amérique vient de franchir une ligne rouge. Je suis très sérieux. Hein? L'Amérique vient de franchir une ligne rouge. Nous demandons à tous les Africains désormais d'avoir pour cible, sans oublier nos cibles habituelles. Mais la principale cible maintenant, ce sont les États-Unis.
Il faut pourchasser les ambassadeurs partout en Afrique. Par tous les moyens. Il faut les pourchasser. Ils pensent même, il faut les pourchasser partout. Il faut les rendre la vie impossible dans le continent africain, monsieur Ndoum. C'est quoi l'Amérique pour nous faire peur? C'est qui l'Amérique? C'est quoi? C'est quoi l'Amérique pour nous faire peur? C'est quoi? C'est quelle affaire ça? Mais ils se plaignent pour qui? C'est la drogue les rend fous. Parce que leurs dirigeants fument la drogue, sont des malades mentaux. Ils sont LGBT, tout ce que vous voulez. Mais qui ne savait ça aux États-Unis? Nous parlons de l'ambassadeur américain qui est à Yaoundé. Pour le cas du Cameroun. Il nous écoute. C'est LGBT. Il a une situation de tolérance diplomatique. Nous le tolérons. C'est une tolérance diplomatique qui nous fait souffrir, mais on le tolère. Donc, tous les médias, tout Africain qui se respecte, doit lever la hache de guerre contre les États-Unis. D'accord. Ils ont franchi la ligne rouge, mon cher Ndoum. Et nous n'allons pas nous reposer Du tout. sans avoir terrassé ce minable pays. Absolument. Ils osent voter une loi contre nous pour nous demander de choisir avec qui on va marcher. Mais bon sang, c'est quoi cette affaire? On attendait au moins le minimum. C'était au moins de convoquer les ambassadeurs pour les pays africains. Alors, soit le dirigeant estime que ça ne vaut même pas la peine de parler de ça parce que c'est de la folie pure et simple. Mais soit, une fois de plus, on est devant un comportement incompréhensible de nos dirigeants. Moi, si j'étais dirigeant d'un pays, j'aurais appelé l'ambassadeur américain, je dis que tu as 2 jours, dégage. Dégage. Il y a des choses qu'on n'accepte pas dans la vie. C'est inacceptable ça. Que des fumeurs, des chambres, des drogués, des malades mentaux, ça c'est comme ça. Hein? Non seulement ils ont détruit le monde avec leur fausse monnaie, leur fausse valeur, leur faux Dieu, tout ce qu'ils ont est faux. On l'a supporté pendant des siècles, mais ils osent venir nous dire, l'Afrique les a fait quoi? Rien du tout. Non, dites-moi, l'Afrique les a fait quoi? Qu'est-ce que l'Afrique a fait aux États-Unis? Pour qu'ils s'asseyent et votent une telle loi contre nous. Et nous, on regarde. Je vous dis, tous les représentants américains, Pour chuter présent, s'il vous plaît. oui, je dis bien tous les représentants officiels américains, sont la cible de tous les Africains désormais. Il faut les pourchasser et les traquer. D'accord. Jusqu'à ce que cette loi soit retirée. Allez. Dieu sait combien de fois vos interpellations ont donc réussi à remobiliser tout un continent. On va donc accueillir notre dernier invité, monsieur. On ira très certainement vite pour nous permettre de débattre autour de ces 2 faits d'actualité. Directeur de publication, patron du groupe Fanga, merci infiniment de nous retrouver. Je l'ai déjà nommé André Kissel, merci d'être là. Bonsoir, bienvenue. On vous accueille donc avec ce sujet d'accueil. Permettez, évoquant notamment l'enjeu autour de ce sommet. En tout cas, les enjeux sont pluriels, puisqu'on a d'ailleurs plusieurs pays qui seront très certainement qui ont fait l'objet de cette assise, le Mali, le Burkina Faso, mais surtout la Guinée-Conakry. Ce qui nous concerne clairement, l'enjeu primordial est celui du Mali. Quels en sont clairement à votre niveau les enjeux autour de ce sommet? Bientôt. Alors bonsoir Fabrice Ndoum, vous me posez une question, vous savez ma position par rapport à la CEDEAO. C'est une institution bidon, ça ne sert à rien. Donc c'est un rassemblement de petits copains pour manger les biscuits et boire un peu de café. C'est tout. On ne doit rien attendre de ça. Parce que la CEDEAO des peuples a déjà pris sa décision. C'est que le Mali, c'est un pays frère. Je parle bien de la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des institutions. La CEDEAO des peuples fonctionne. Les Maliens, les Ivoiriens, les Togolais, Sénégalais, les Mauritaniens vivent ensemble, tout à fait, sans problème. Vous comprenez un peu? Mais la CEDEAO des institutions, c'est elle qui est le problème. Parce que la vérité, c'est que la CEDEAO des institutions n'est pas une institution qui gère les affaires du peuple de cette CEDEAO ou bien de cette sous-région-là. Ouais. Donc aujourd'hui, si les sommets se mettent, vous savez, une façon de mieux justifier les budgets, c'est de créer des sommets, des colloques, des réunions et de ceci. C'est une façon de justifier les budgets et de justifier que maintenant, nous nous sommes rassemblés, non? On a dit quelque chose, non? Mais maintenant, si ça ne s'applique pas, où est notre problème? Parce que si il y avait une incidence des décisions de la CEDEAO au niveau de cette sous-région, véritablement, c'est que la sous-région a déjà décollé depuis longtemps. Mais, comme les décisions sont toujours dictées depuis l'Élysée, parce que le vrai patron de la CEDEAO s'appelle Emmanuel Macron. Tous ceux qui se prennent pour président en exercice de la CEDEAO, de machin là, ne sont absolument rien. Mais on a plutôt l'impression désormais que même M. Macron semble dépassé par l'affaire, puisque les États-Unis ont
clairement pris le dossier de l'Afrique de l'Ouest en charge désormais. Mais vous savez que Macron était un coursier. Et quand M. Macron n'arrive pas à accomplir le vœu des États-Unis, parce que, première des choses, il fallait créer une monnaie au niveau de la CEDEAO. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Ouais. Donc, vous comprenez que c'est premier échec. Donc, ils ont voulu créer le Wacron. Le Wacron n'a pas marché. Le Wacron qu'on appelle leur écho, n'est-ce pas? Ça n'a pas marché. Donc, les États-Unis se retrouvent obligés que M. Coursier n'arrive pas à accomplir les tâches qu'on lui a confiées. Donc, ce n'est que normal que les États-Unis, eux-mêmes, puissent prendre le bâton de commandement pour venir à la chasse. Non, nous savons qu'aujourd'hui, les peuples africains sont mûrs, surtout ceux de la sous-région que vous appelez CEDEAO. Ces peuples sont extrêmement mûrs. Tout ce que vous voyez là, les réunions, les colloques, les sommets extraordinaires, intra, je ne sais pas quoi, il faudra même qu'ils convoquent même un sommet même du ciel. Parce que s'ils ils ne font pas ça, et ceux qui n'ont rien fait, ça ne va produire aucun résultat. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas la pensée du peuple. Et les peuples de cette sous-région ont déjà pris une option, c'est de vivre ensemble. Parce que vous ne pouvez pas, vous allez faire comment pour dissocier les peuples du Burkina Faso et ceux du Mali, qui partagent une même frontière, et les peuples se retrouvent à cheval entre le Burkina Faso et le Mali. Vous allez retrouver que les mêmes peuples se retrouvent au Sénégal, les mêmes peuples se retrouvent en Guinée-Conakry, les mêmes peuples se retrouvent un peu de partout en Côte d'Ivoire. Vous allez faire comment pour les diviser? Je pense qu'aujourd'hui, cette CEDEAO elle-même devait revoir sa posture. En fait, on devait créer un sommet extraordinaire pour la dissolution de la CEDEAO. Et non pour résoudre les problèmes du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso. Donc, elle devait s'auto-détruire. Donc, les Ouattara, où ils sont assis là, ils devaient dire que nous tous, nous démissionnons de cette institution, nous remettons tout à plat et qu'on prenne des vraies décisions par rapport à faire une véritable organisation sous-régionale. Parce que si ça continue dans ce sens, ça veut dire que ce n'est pas une organisation sous-régionale. Parce que vous ne pouvez pas. Vous savez, M. Ouattara, qui est le cheval de Troie de la communauté internationale au niveau de cette sous-région. Il a été rejoint par M. Bazoum. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Avait dit une chose quand il est arrivé au pouvoir. On me déteste parce que je suis musulman. On ne veut pas que j'arrive au pouvoir parce que je suis du Nord. Monsieur Ouattara est celui qui a commandé les décisions contre le Mali, qui est à 70-80% musulman. Même plus. Et même plus. Vous comprenez quelque chose à ça? Voilà quelqu'un qui a dit aux Ivoiriens et à la communauté internationale, à ses frères du Nord, musulmans et tout le reste de non. Venez soutenir. Et vous savez que le soutien de M. Ouattara est venu du Burkina Faso, du Mali, de plusieurs de ces États-là, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, on vient soutenir le frère musulman. Voilà le frère musulman qui est l'acteur majeur des sanctions contre le Mali. L'acteur majeur. Voilà aussi Bazoum, musulman aussi, qui est un acteur majeur contre le peuple du Mali. Vous me parlez de quel CEDEAO? Donc en réalité, ne serait-ce que nous sommes de la même communauté religieuse, n'est-ce pas? Au moins par rapport à ça, on devait alléger les sanctions, on devait aller à la pédale douce. Mais c'est quand même, c'est les peuples musulmans qui souffrent au Mali. À cause de la fermeture des frontières, à cause des sanctions. Le Mali n'a pas droit à ses ressources financières aujourd'hui, ses avoirs au niveau. Et vous savez qu'il y a eu une décision de justice, non? De l'UEMOA qui a été rendue. Mais sauf que, voilà, la CEDEAO a fait fi de cette décision de l'UEMOA. Et ils se réunissent alors pour faire quoi? Donc, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est des débats où il ne faut même pas prêter attention parce que c'est quelque chose qui n'existe plus pour nous. Nous avons dit, il y a au moins 6 à 7 institutions qui n'existent plus pour nous. La CEDEAO n'existe plus. L'Union africaine. L'Union africaine n'existe plus. Le FMI n'existe plus. La Banque mondiale n'existe plus. L'ONU également n'existe plus. La CPI n'existe pas pour nous. C'est des organisations criminelles. C'est des organisations qui ont pour mission de continuer à détruire l'humanité et les humains. Donc, quand vous nous posez la question de savoir quoi, on doit s'attendre à quoi? À rien du tout. Parce que ce n'est pas des êtres humains qui sont là-bas. Ouattara, Macky Sall, Togo, Iyadema et tout ça, ce ne sont pas des êtres humains. Parce que si c'était des humains,
ils allaient penser au peuple du Mali. Tout à fait. Ils allaient penser au peuple du Burkina Faso. Ils allaient penser au peuple de Guinée-Conakry. Et je pense que parce qu'ils ne pensent pas au peuple, c'est pour ça qu'ils ne peuvent que s'asseoir et se réunir et attendre le dictat de Washington pour dire que bon, voici ce que Washington a décidé, mais on fait semblant que c'est nous qui avons implémenté cette décision. Vous savez que Macky Sall, c'est l'homme maintenant, le coursier à l'international. Il vient d'ailleurs d'un sommet du G7, on aura l'occasion de revenir très certainement en profondeur. Donc, et quand vous voyez le coursier international, M. Macky Sall, président du Sénégal, le coursier international de la grande mafia, de la grande criminalité internationale, venir s'asseoir à un sommet, vous vous attendez à quoi? D'accord. Alors, Président Banakeni, Docteur Basilikeni, je vous donne la parole puisqu'on va tenter d'évacuer rapidement un sujet pourtant d'accueil, mais on va quand même dire un mot puisque Monsieur Fanga tout à l'heure disait qu'il ne faille rien s'attendre, mais après nous autres on s'attend clairement que les sanctions soient levées autour de ce Mali-là qui a quand même fait d'énormes concessions jusqu'ici sur les questions assez épineuses sur lesquelles le pays est attendu, notamment la loi électorale qui a été votée. Il y a d'ailleurs le calendrier qui est mis en place, celui du référendum et autres, de la mise sur pied de la loi fondamentale qui doit désormais organiser, orienter la vie sociopolitique de ce pays-là. Alors quand on a fait ce genre de concession, il est clair que, peut-être pas de concession, mais ce niveau d'avancement des choses, clairement là, la CEDEAO doit se bouger, j'ai envie de dire. En principe, mais la CEDEAO n'est pas une organisation humanitaire. Ce n'est même pas une organisation des hommes de cœur. Parce que sinon, comment peut-on admettre que la CEDEAO prend des décisions qui sont contre elle-même? Parce que ne croyez pas qu'il n'y a que les Maliens qui souffrent de ces sanctions. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal et tous les pays qui ne peuvent plus importer ou exporter vers le Mali. Vous savez que avant que la colonisation arrive, nos pays existaient. Hein? Ils n'avaient peut-être pas les frontières qu'ils ont aujourd'hui. Nous avons nos habitudes et voilà que par le désir d'une instance étrangère, parce que le libéralisme le plus débridé qui a sa source aux États-Unis veut s'approprier de toutes les richesses de la planète, eh bien on impose à des peuples des souffrances qui sont totalement indues. En tout état de cause, moi je suis croyant, hein. Je crois que ce soir en me couchant, je vais sortir mon chapelet pour que les décisions qu'ils prendront redeviennent des décisions à visage humain, pour que, mon Dieu, on ne peut pas punir le Mali sans punir tous les peuples de la CEDEAO. Nous, en Afrique centrale, nous allons à droite, à gauche, devant, derrière. Comment voulez-vous isoler un pays de l'Afrique centrale sans toucher les autres? C'est complètement suffocant. Et c'est-à-dire que les dirigeants de la CEDEAO appliquent des décisions qui sont prises à l'étranger contre leur propre peuple eux-mêmes. Et je crois que c'est proprement, n'est-ce pas, il y a dans des manuels d'histoire où on croit que le monstre de l'histoire c'est Hitler. Mais je crois que nous sommes en train d'avoir nos propres monstres en Afrique et Dieu fasse que ce calvaire là s'arrête. Allez, merci à vous, Docteur Basilikeni.